j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je suis contente de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui on fait une vidéo tour du monde et j'adore faire des vidéos tour du monde. Quand je tire un pays au hasard, j'ai un peu l'impression d'être comme ces gens au casino là qui sont scotchés devant leur jeu de hasard. Et voilà, moi j'aime bien. Surtout qu'aujourd'hui on a tiré l'Indonésie et j'ai trouvé l'histoire de l'Indonésie hyper intéressante. Pour être honnête avec vous, parfois je galère un petit peu à trouver des personnages historiques pour certains pays. Là, pas du tout. Il y avait même limite trop de choix. On ne se rend pas compte, mais il y a eu énormément de femmes d'influence en Indonésie. Même si en fait c'est un peu gênant de dire Indonésie. Parce que si Indonésie, bien sûr, c'est un État, mais en fait, un peu comme aux États-Unis, les régions ont beaucoup de pouvoir. Et c'est que très récemment que le pays a été uni. Historiquement, il y avait plusieurs royaumes très indépendants les uns des autres, avec des cultures propres. Et dans certains de ces royaumes, je pense notamment à Bali, à Java, à Sumatra, il y a eu énormément de femmes au profil intéressant. Donc voilà, j'en ai sélectionné 3, mais gardez à l'esprit que j'aurais pu parler de beaucoup d'autres badass. C'est parti! Alors notre première héroïne nous prouve que l'âge, c'est avant tout dans la tête, puisqu'on va parler de la résistante Nyi Ageng Senang. Je vous préviens, les noms, ça va être compliqué dans cette vidéo. C'est hyper difficile pour un ou une Française de prononcer l'indonésien, mais on va quand même le tenter. Donc Nyi naît à Surakarta, dans l'île de Java, et elle vient d'une famille très prestigieuse. Donc son père, c'est le commandant de la ville, et surtout elle compte parmi ses ancêtres un théologien musulman du XVe siècle qui était très connu, Sunan Kalijaga. Et donc ce pédigré quand même très, très prestigieux va lui servir par la suite pour asseoir sa légitimité. Bon, alors les temps sont troublés, c'est souvent le cas dans les vidéos d'ailleurs, puisqu'en 1755, un traité a été signé entre le roi de Java et les Néerlandais pour mettre fin à un conflit civil en fait entre deux prétendants au trône. Mais en fait, cet accord va surtout concrétiser la mainmise des Néerlandais sur l'île de Java. Et ça va vraiment déplaire au père de Nyi, qui va refuser de désarmer ses soldats et va commencer une résistance contre les Néerlandais. Donc Nyi, qui avait été entraîné par son père, va devenir le bras droit de celui-ci et se battre avec lui. Sauf que bien entendu, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Et Nyi et son père vont être emprisonnés. Donc Nyi va rester en prison quelque temps, puis elle va être libérée. Et là, elle va mener une vie normale pendant plusieurs décennies. Genre, je souligne le plusieurs. Donc là, on fait un gros saut dans le temps, un saut d'athlète de géo sur longueur. Et on arrive en 1825, quand éclate la guerre de Java, qui va opposer les Néerlandais et un prince rebelle, Diponegoro. Enfin bref, un rebelle. Et Nyi, qui est alors âgé de 73 ans, va sortir de sa petite vie tranquille et offrir aux rebelles javanais son aide. Parce que souvenez-vous, c'était quand même, elle avait une bonne culture générale militaire, elle avait des origines prestigieuses, donc du coup les javanais vont l'inclure dans leur rang et elle va se voir confier un bataillon militaire, elle va participer à plusieurs escarmouches et guérillas, et donc elle va se battre comme ça pendant 3 ans au sein des troupes de la résistance javanaise, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, bien méritée, j'ai envie de dire, à l'âge de 76 ans. Alors pour cette deuxième histoire, on fait un saut dans le temps en arrière et on switch également d'île puisqu'on passe à Sumatra, donc dans le nord de Sumatra, dans le royaume d'Aceh, où naît Malahayati. Alors Malahayati, que je vais appeler Mala jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être un peu plus simple, était prédestiné quand même à faire carrière dans la marine puisque son père était amiral. Et grâce à l'influence de ce dernier, un Mala qui montrait de vraies prédispositions militaires va intégrer l'académie militaire du royaume d'Aceh. Et donc, comme Mala faisait partie des meilleurs élèves de l'école, elle hérita de la charge de son père et gravit les échelons.
Donc ce fut vraiment une très bonne amirale, hein. Elle gagna pas mal d'escarmouches contre les Portugais, contre les Hollandais. En 1599, par exemple, elle va gagner une grosse victoire navale contre l'explorateur néerlandais Cornelis de Houtman. Mais c'était aussi une très fine diplomate. Les Pays-Bas vont attaquer un navire de commerce d'Assé. Ça va faire une grosse polémique. Et donc du coup, Mala va capturer un émissaire néerlandais et le garder en otage et exiger des excuses de la part des Pays-Bas. Et en fait, elle va se tailler une telle réputation que sa réputation va même atteindre les oreilles de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, qui va dépêcher du coup à Sumatra des diplomates anglais pour spécifiquement rencontrer Mala et traiter avec elle. Donc c'est pour dire à quel point Mala a vraiment frappé les esprits de son temps. Et il faut dire que sa fin de vie fut à l'image de sa vie tout court, puisqu'elle va mourir en plein combat contre des Portugais. Et aujourd'hui, c'est vraiment une figure très très aimée, hein. En Indonésie, il y a un navire de guerre qui porte son nom, normal, ça j'ai envie de dire, mais aussi des hôpitaux et des universités. Donc ça c'est cool aussi, elle n'est pas du tout tombée dans l'oubli. Alors quand je disais que les noms indonésiens allaient être un petit peu compliqués à prononcer pour moi, sachez que notre troisième héroïne s'appelait Tribuwana Wijaya Tunagadewi. J'ai été obligée de lire là parce que mon cerveau il n'a pas capté. Donc je propose qu'on l'appelle Wana, parce que son prénom c'est Tribuwana. Je vous spoil un petit peu la fin de l'histoire, mais en fait Wana c'est une des plus grandes reines à avoir régné sur un royaume indonésien. Elle régnait donc à Java sur le royaume hindou de Majapahit. Et il faut savoir qu'à la base, rien n'était gagné pour elle, puisqu'elle était la fille donc, du souverain de Majapahit. Celui-ci va mourir, et donc c'est le demi-frère de Wana qui va lui succéder. Sauf qu'en fait, celui-ci ne voulait pas que Wana se marie à un autre homme, parce qu'il partait du principe que son beau-frère par la suite pourrait aussi revendiquer le pouvoir. Et donc il entreprit d'épouser sa demi-sœur, donc Wana. Bon, j'invoque le motif politique, mais peut-être qu'il était juste aussi un petit peu taré et malsain. C'est pas une hypothèse à écarter. Or, la tradition javanaise proscrivait comme ça des mariages entre frères et sœurs, hein, à raison, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a vu dans l'histoire que la consanguinité, c'était pas forcément super hein, pour les lignées. Et donc la mère de Wana, donc la veuve de l'ancien roi, qui était du coup reine consort, va tout faire pour s'opposer à ce mariage. Et donc le demi-frère de Wana, c'est simple, s'il ne pouvait pas la voir, personne ne pouvait la voir. Et donc il la cloîtra dans une aire du palais où en gros elle était prisonnière et ne pouvait voir personne. Bref, vous voyez un petit peu le contexte familial compliqué. Heureusement, cet horrible demi-frère va être assassiné en 1328. Et donc le pouvoir revient à la veuve de l'ancien roi, donc la mère de Wana. Je suis désolée, c'est un petit peu compliqué, hein, il y a beaucoup de protagonistes dans cette histoire. Sauf que celle-ci en avait marre du pouvoir et elle va vouloir se retirer, hein, mener une vie religieuse. Et donc elle va transmettre sa charge à sa fille, donc à Wana. Et Wana, qui était aussi très bien entourée, hein, elle a eu la chance d'avoir de très bons conseillers, va faire un travail remarquable. Elle va s'illustrer dans le domaine militaire, hein, puisqu'en 1331, elle va porter secours à son cousin qui était embourbé dans un conflit civil. Donc, ce fut aussi une grande conquérante, hein, puisque sous son règne, le royaume va considérablement s'étendre. Elle va conquérir plusieurs royaumes voisins, notamment à Sumatra. Et elle va, mais c'était pas qu'une militaire, hein, elle va aussi essayer de développer le commerce. Elle va réussir à enrichir son royaume. Bon, malheureusement, elle va devoir abdiquer en 1350, tout simplement parce que, vous savez, c'est sa mère qui lui avait confié son pouvoir. Donc en fait, Wana, on va dire, était la dépositaire provisoire du pouvoir. Et quand sa mère est morte en 1350, du coup, de facto, le mandat donné par sa mère n'était plus valable. Mais ça va, puisqu'en fait, Wana a juste transmis le pouvoir à son fils, et comme le fils respectait beaucoup sa mère, il l'a gardée auprès d'elle comme conseillère, et par la suite, il l'a nommée régente d'une partie du royaume, et donc en fait, elle a continué à faire de la politique jusqu'à la fin de sa vie. Et fun fact, histoire de finir quand même avec une petite touche de légèreté, il faut savoir que dans le jeu Civilisation 6, donc c'est Wana qui a été choisie pour représenter l'Indonésie. Et même si je ne joue pas à ce jeu,
Je trouve ça quand même cool que ce soit elle et pas un autre qui ait été choisi pour représenter cet État. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, vidéo peut-être un peu courte, mais dans le sens où c'est très compliqué de faire des recherches pour des pays comme l'Indonésie, parce qu'il y a la barrière de la langue. Là, toutes ces infos, je les ai trouvées sur des sites anglophones, mais le problème, c'est que dès qu'on veut entrer encore plus dans les détails, ouais, là, il y a la barrière linguistique. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le but de ces petites vidéos, c'est vraiment de faire connaître le nom de ces badass, de faire connaître les grandes lignes de leur vie. Et donc voilà, ça a été fait pour l'Indonésie. Écoutez, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, un like, un abonnement. Et écoutez, à bientôt. Salut!